Bonjour mon général, Bonjour. merci d'être là sur Europe 1 avec nous. Plusieurs de vos hommes vont donc défiler tout à l'heure sur les Champs-Élysées, des hommes du GIGN notamment à qui on a beaucoup rendu hommage ces derniers mois depuis les attentats. Est-ce que vos hommes ne sont pas blasés par tous ces honneurs? Ils sont touchés en tout cas par ces honneurs qui viennent souligner leur engagement, l'engagement fort qui a été le leur, ainsi que ceux de leurs camarades du RAID et de la BRI à l'occasion des événements du mois de janvier. Donc ils sont touchés par l'honneur qu'ils leur est rendu, qui est, de mon point de vue, assez conforme à l'engagement fort qu'ils ont eu en début d'année. Et c'était facile de les convaincre, de convaincre des membres du GIGN qu'on sait forcément discret de venir comme ça défiler face au grand public? Alors tout d'abord, ce n'est pas l'ensemble du GIGN qui Bien a sûr. défilé, c'est simplement la garde au drapeau de l'unité, la petite cellule qui regroupe les valeurs, la tradition de ce beau groupe, et le commandant d'unité. Donc on aura 7 hommes du GIGN qui défileront, et donc l'ensemble de l'unité sera derrière ces 7 hommes, mais ceux-ci sont emblématiques. Et ils avaient tous envie d'être là. Ils ont tous eu envie d'être là, parce que c'est un honneur de défiler sur les Champs-Élysées à l'occasion de la fête nationale. Que gardent vos hommes? Quelles traces est-ce qu'ils gardent aujourd'hui de ces jours d'attentats et de la neutralisation notamment des frères Kouachi? En fait, ce qui frappe l'ensemble des militaires de la gendarmerie, parce que c'est une affaire qui concerne bien sûr le GIGN, mais pas que le GIGN. C'est une opération longue, complexe, qui s'est inscrite dans la durée, avec au début une opération de recherche qui a été extrêmement importante, à laquelle le GIGN a participé aux côtés des autres forces de la gendarmerie. Et donc ce qui est intéressant dans cette opération, c'est la continuité des événements et l'engagement dans la durée et dans la profondeur du territoire qui nous a permis de faire sortir les frères Kouachi de leurs repères. Vous aviez prévu ce scénario-là? C'est un scénario qui était envisagé, bien sûr, dans le cadre des travaux de recherche qui sont conduits par les unités spéciales, RAID et GIGN notamment. C'est la question des attaques multiples, planifiées, qui occasionnent de nombreuses victimes. Donc c'est un travail sur lequel nous avions déjà eu un engagement assez fort. C'est pas non plus la première fois que la France a été confrontée au terrorisme. On a dans l'histoire récente de notre pays plusieurs phases avec un engagement lourd contre des terroristes qui avaient déjà occasionné de nombreuses victimes. Et vous étiez le patron du GIGN lors de l'attaque de Marignane Sur, en 94. sur cette séquence-là, oui. Donc la France, depuis plusieurs années quand même, connaît ce phénomène de terrorisme. Ce qui est un peu nouveau par rapport ce que nous avons connu en janvier, c'est la nature du terrorisme qui s'impose à nous, puisqu'il vient de notre territoire national. Et ça, c'est quelque chose qui est à prendre comme une donnée tout à fait nouvelle. Ce qui change aussi, c'est que vous avez face à vous des gens qui sont prêts à mourir, quoi qu'il arrive. Oui, nous sommes là dans une logique qui s'impose à nous, qui est assez nouvelle. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de demande particulière. Les terroristes commettent des méfaits qui sont terribles. Ils tuent, ensuite se réfugient, se barricadent, ils marchent ensuite à la mort. Il n'y a pas de négociation possible. Et là, on est donc sur un schéma qui est tout à fait différent de celui que nous avions connu dans les années 90. Aujourd'hui, vous ne négociez plus. C'est pas qu'on ne négocie pas. Nous, les forces de l'ordre veulent toujours négocier parce qu'il est toujours préférable de minorer les effets d'une crise par la négociation plutôt que de donner un assaut qui est toujours quelque chose d'extrêmement risqué et de souvent meurtrier. En l'espèce, sur les cas que nous évoquons, la négociation n'est plus possible. Il n'y a plus de prise pour cela. Il n'y a plus rien n'est demandé par les terroristes vis-à-vis des forces de l'ordre et des autorités. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez sur des scénarios encore plus complexes, avec non plus 2, mais 3, 4, 5 scènes sur l'ensemble du territoire? Oui, très clairement oui. Et depuis plusieurs années, on envisage des scénarios. Ce qu'il faut quand on veut rester efficace sur le haut du spectre du contre-terrorisme, c'est avoir un coup d'avance par rapport à l'évolution de la menace. Donc c'est un travail de recherche qu'il faut conduire en profondeur, en regardant ce qui se passe à l'étranger, en décortiquant toutes les actions terroristes pour en tirer des enseignements et adapter notre dispositif national. À ce stade, nous sommes capables aujourd'hui en France de traiter plusieurs scénarios du type de ceux que vous évoquez. Il y a une chose qui m'a surpris en préparant cette interview, c'est que j'ai découvert que paradoxalement, le GIGN, c'était une unité qui avait du mal à recruter. Vous pourriez recruter plus d'hommes, mais vous ne trouvez pas. En fait, il y a naturellement dans ce type d'unité, il y a l'obligation de recruter des gens de niveau exceptionnel. Et donc les gens de niveau exceptionnel qui sont à la fois bons physiquement, mais ça c'est un critère parmi d'autres, stables, capables aussi d'aller très loin dans leur engagement, ce sont des hommes qui sont rares à trouver. Donc nous sommes sur des unités à volume réduit, mais suffisant pour pouvoir conduire des opérations d'envergure. Vous dirigez l'ensemble de la gendarmerie. On parle souvent, et on vient de le faire, des risques que prennent les soldats d'élite, mais il y a aussi les risques que prennent les gendarmes dans les brigades locales au quotidien. Ces risques-là, ils sont en augmentation. Oui, très clairement, ils sont en augmentation. Moi, je déplore dans nos rangs des blessés en nombre plus important
que par le passé. Nous sommes soumis à des actes de violence assez inopinés qui viennent toucher nos unités, toutes nos unités. C'est le respect de l'uniforme qui s'est perdu? Je pense qu'il n'est pas perdu par tout le monde. Pas Je pour pense tout le qu'on monde. a une grande partie de notre population qui soutient les forces de l'ordre, qui sait très bien se comporter à leur endroit, qui connaissent les règles du jeu. Il y a parfois des gens qui perdent leurs repères et c'est cette partie-là qui pose difficulté. Mais ça veut dire que les scènes qu'on a vues juste après les attentats, ces gendarmes applaudis par les Français, ça n'était que passager? Non, je pense qu'il y a vraiment depuis le mois de janvier un sentiment de proximité fort entre les forces de l'ordre et la société. Je pense que ce sentiment ne s'estompe pas. Je pense qu'il est révélateur de ce que sont les forces de l'ordre et de ce qu'elles apportent à notre pays. Et je pense que nos concitoyens, à l'occasion des événements du mois de janvier, l'ont mieux mesuré que par le passé. Vous avez sous votre responsabilité également les gendarmes mobiles. Est-ce qu'ils sont fatigués ces derniers temps par les patrouilles à répétition liées à Vigipirate? C'est ce qu'on dit des CRS. On dit des CRS qu'ils sont très fatigués en ce moment. Les gendarmes mobiles sont très engagés. Ça veut dire très fatigués en langage d'un général de gendarmerie? Non, non, je veux dire que moi, mon travail, c'est de gérer leur engagement. Leur engagement est fort. Et donc, moi, je dois trouver l'équilibre entre un engagement fort et puis le temps de récupération qui permettent de conduire cet engagement dans la durée. L'engagement est important. Les unités de gendarmerie mobile, c'est nos forces d'appoint qui nous permettent, ça et là, eh bien, d'engager des effectifs pour atténuer une menace, éteindre un incendie, faire face à une demande de sécurité. Ce sont des forces extrêmement précieuses dont nous avons besoin au quotidien. Mais combien de temps vous pouvez, tenir à ce rythme-là? Non, moi je me suis inscrit dans une perspective de travailler dans la durée. Je pense aujourd'hui avoir préservé l'équilibre entre le temps d'engagement opérationnel, le temps de préparation opérationnelle et le nécessaire temps de récupération. Je suis en mesure de tenir aussi maintenant assez longtemps. Pas de malaise dans la gendarmerie? De mon point de vue, non. J'en suis le directeur général, je suis au contact des unités. Il y a des inquiétudes, évidemment, je ne peux pas non plus les cacher. Elles sont essentiellement d'ordre budgétaire, mais il y a un esprit qui est extraordinaire. Il y a le sentiment d'appartenir à une grande maison, il y a un véritable esprit de corps, il y a la fierté d'être gendarme. Ceci nous permet d'avancer. C'est une maison dynamique qui avance, qui a des résultats, qui contribue à la sécurité de nos concitoyens et qui a, de la part de nos concitoyens, eh bien, des retours qui sont intéressants. L'image de la gendarmerie est belle dans notre pays aujourd'hui. Merci, Général Favier, d'être venu répondre à nos questions sur Europe 1. On suivra donc tout à l'heure sur notre antenne le défilé du 14 juillet auquel vos hommes vont participer. La place du patron de la gendarmerie, un jour de 14 juillet, elle est où? Alors, elle commence très tôt le matin avec une prise d'armes à l'occasion de laquelle on voit partir les chevaux qui vont assurer l'escorte présidentielle. Et ensuite, je serai bien sûr dans la tribune présidentielle pour suivre l'ensemble du défilé. Merci, mon général. Europe